faire preuve d'écoute quand on a tendance à couper la parole sans arrêt, ça se travaille, ça a interpellé. Que les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc j'ai vraiment livré et verbalisé. Ok, raconte-moi ce qui s'est passé en fait. Enfin, il y a des moments où on doit annoncer des décisions qui sont difficiles. Ouais. Avant, j'étais vraiment pas un leader sympa. J'ai vraiment dû opérer un revirement qui n'a pas été facile parce que autrefois, j'exerçais un contrôle vraiment total sur mes N-1. J'avais le pouvoir sur eux. Par exemple, lorsqu'on devait réfléchir à un nouveau produit à lancer, je ne leur demandais pas leur avis, en fait, j'imposais directement mes décisions. Ou bien, quand on était en réunion, il n'y a que moi qui parlais, hein, c'était vraiment un monologue. Et puis, à mes collaborateurs, j'accordais pas le droit à l'erreur, ce qui fait que s'ils se plantaient, c'est qu'ils n'étaient pas pros, et dans mon équipe, autant te dire que c'était pas possible. Le problème, c'est que ça a créé un climat vraiment pas génial, il y avait beaucoup de tensions, les gens se sentaient sous pression. Et puis le problème aussi, c'est que mes N-1 reproduisaient exactement le même comportement avec leurs équipes. Et donc évidemment, ça générait de la méfiance, une ambiance de travail qui était vraiment pesante, et puis aussi un turnover qui était assez important. Et il y a eu ce fameux événement déclencheur qui est arrivé avec mon ancienne directrice marketing qui s'appelait Paloma, qui un lundi matin est arrivée dans mon bureau et m'a donné sa lettre de démission. Sauf que ce que m'a confié à ce moment-là Paloma, ça allait vraiment bien plus loin que ça. Et d'ailleurs, j'ai amené la lettre et j'aimerais bien te lire quelques extraits parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, elle me dit « Je n'en peux plus de cette pression permanente qui pèse. Cette énergie négative qui règne dans cette organisation m'épuise. La peur de l'échec, le contrôle et la suspicion permanente, c'est vraiment invivable. On ne fait que regarder ce qui ne va pas, jamais ce qui fonctionne bien. On attend de moi des résultats, mais on ne me donne ni l'espace ni la confiance pour exprimer pleinement mon potentiel. J'ai l'impression que mes idées ne comptent pas, il n'y a pas de dialogue dans cette boîte, on est tous en position de simple exécutant. Et il y a aussi ce manque criant de reconnaissance. Peu importe les efforts, peu importe l'investissement, ici c'est juste normal. Je ne peux plus m'investir dans cet environnement où l'on ne se sent ni entendu, ni soutenu, ni valorisé. » Wow. C'est un sacré courage quand même de t'écrire cette lettre de la part de Paloma. Oui, alors oui, c'est vrai, t'as raison, c'est courageux. Sauf que moi, au moment où je reçois la lettre, autant te dire que j'étais plutôt rouge de colère. Ça m'a vraiment mis un coup. Et puis, en plus, honnêtement, je me disais, non mais elle est faible, elle est vraiment faible. À se plaindre comme ça va quoi. Et puis en plus, je me disais, des Palomas, il y en a plein, à la limite, c'est pas très grave quoi. Sauf que aujourd'hui, évidemment, je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai eu vraiment cette première prise de conscience. Ce jour-là, j'ai vraiment compris une chose essentielle. Mon style de leadership détruisait l'énergie et la motivation des gens. Et donc, si je voulais retenir les talents, si je voulais relever ce nouveau challenge qui se présentait à nous, il fallait que les choses, elles changent. On se lançait dans quelque chose de nouveau, une nouvelle activité qu'on ne maîtrisait pas. Et mes collaborateurs, en fait, ils n'attendaient pas de moi que je leur dise ce qu'il fallait faire, mais plutôt que je m'appuie sur leurs compétences et que je leur permette de les révéler. Et donc, il fallait que mon leadership, il évolue aussi. C'était plus une option, en fait. C'était vraiment devenu une nécessité si je voulais que les choses marchent. Et donc, je décide de remettre en question pas mal de trucs. Mais à ce moment-là, j'ai très peur. Je me dis, si je suis plus gentille, est-ce que je vais pas perdre mon autorité? Est-ce qu'on va continuer de me prendre au sérieux? Et puis après tout, je suis pas payée pour être gentille, hein. Je suis payée pour qu'il y ait des résultats, pour que les projets aboutissent. Et aujourd'hui, évidemment, je réalise que le respect, il peut se gagner différemment qu'en étant dur ou que juste grâce au statut, en fait. Ouais, alors puis j'imagine pas l'ambiance qui devait régner. En même temps, c'est de ma faute. Enfin, j'ai été responsable de cette ambiance-là qui était vraiment délétère. Hein. Je dégageais une énergie tellement froide, tellement négative que, par effet miroir, les autres, en fait, ils faisaient la même chose. Et ça... ça épuisait tout le monde. Ouais. Après avoir réalisé ça, par quel cheminement t'es passée ? Alors, à ce moment-là, j'arrive pas encore tout à fait à voir comment le fait d'être gentille, il peut vraiment se concilier avec l'exigence. Tu vois, je voyais pas trop la complémentarité des deux. Ouais, alors qu'en fait, on peut être gentil et exigeant, gentil et professionnel. Oui, tu as raison. Et aussi, la gentillesse, c'est quand même hyper galvaudé. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de bienveillance. Ouais. Est-ce que marketingment parlant, c'est pas plus intéressant? Est-ce que c'est pas plus vendeur? Mais bref, aujourd'hui, la gentillesse, c'est galvaudé et finalement, ça finit par en réduire vraiment la valeur. Je vois ce que tu veux dire, un peu comme si ça sonnait creux ou vide, ou quand on dit de quelqu'un, oui, il est gentil, c'est vrai qu'on ne le voit pas comme un compliment, ni une super qualité, mais plutôt parce qu'on n'a
pas trop d'autres choses à dire, quoi. Exactement, c'est ça. Et donc, la gentillesse, on l'a réduit à un cliché, à une banalité, à quelque chose de superficiel. Ça fait pas sérieux, quoi. Et puis aussi, on confond souvent la gentillesse avec le fait de ne pas avoir suffisamment de fermeté ou de courage. Et également, celui qui est gentil, parfois, on a l'impression qu'il est très manipulable, comme s'il était incapable de dire non, ou bien perçu comme celui qui accepte tout sans rien dire, quoi. Ouais, du coup, en fait, ça laisse un peu la sensation que pour être un décideur rigoureux, une dirigeante qui a du leadership, la gentillesse n'a pas vraiment sa place. C'est ça. Et donc, la question, c'était donc comment faire pour garder ce même niveau d'exigence tout en exerçant un leadership qui serait plus respectueux et plus bienveillant. Ouais. Bon, j'ai une question pour toi, même si je ne suis pas certaine d'avoir trop envie de le voir ou de le savoir. Mais la Maud d'avant, elle ressemblait à quoi? Ah, alors c'est une bonne question. Okay. Voilà. Ça, c'était moi avant. Là, c'est une machine, un bulldozer. C'est ça. J'étais vraiment une machine, un bulldozer, voire même un dragon. Quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, ça passe ou ça casse. Et du coup, mon management, il était hyper vertical, super cloisonné et basé uniquement sur l'autorité. Je te donne quelques exemples. J'étais vraiment dans l'excès de contrôle. Quand on était en comité de direction avec mes N-1, je dictais la stratégie et j'attendais finalement qu'ils exécutent sans débat, sans discussion, sans échange. Un peu comme un chef militaire, tu vois, qui rassemble ses troupes et qui leur communique le plan à suivre. Et ça, évidemment, ça les mettait à l'écart et ça les infantilisait totalement. J'étais reconnue pour ma rigueur, mais cette rigueur, elle s'exerçait à l'excès. Donc j'étais très rigide dans ma manière de faire. Chaque détail comptait, chaque décision, ça devait passer par moi. Et comme j'étais dans cet excès de contrôle avec mes N-1, eh bien eux refaisaient la même chose avec leurs équipes. Et si les résultats n'étaient pas atteints, je demandais direct des comptes avec des questions accusatrices du type non mais pourquoi ton équipe a échoué en fait? Et en réalité, ce que je faisais, c'est que je blâmais systématiquement les mauvaises performances sans prendre en compte tout le reste en fait. Et puis, j'étais aussi hyper froide, hyper distante. Quand les équipes, elles rencontraient un problème, elles étaient tellement stressées à l'idée de m'en parler qu'elles préféraient rien dire et faire preuve de bonne figure. Et puis, il n'y avait pas de proximité, en fait, entre moi et les collaborateurs. Je déjeunais quasiment jamais avec les équipes. Et puis, dans ma communication, c'était hyper formel, c'était pas chaleureux, c'était dur. Tout ça parce qu'en fait, je pensais que ça compromettait vraiment mon autorité. C'est des sacrés exemples quand même. Mais de ce que je comprends à travers tes exemples, en fait, tu as compris qu'il fallait passer par l'exemplarité pour insuffler un meilleur leadership. Ouais, c'est ça. Déjà, j'ai pris conscience que le changement, il devait commencer d'abord par moi. Il fallait vraiment que je revoie cette manière de faire. Non pas parce que mon exigence ne fonctionnait pas, non, parce que j'avais des résultats, ça avançait. Mais en face, il y avait vraiment un défi de taille. Il y avait cette nouvelle activité qui arrivait et j'étais plus experte en fait. Donc, personne n'avait les bonnes réponses et les solutions, il fallait qu'on les trouve ensemble. Et donc, j'avais pas d'autre choix que d'opérer ce changement. Donc, d'un côté, il y avait moi. Mais il y avait aussi mes N-1. Et mes N-1, il fallait que je les aide eux aussi à adopter une nouvelle approche pour qu'ils soient en capacité d'emmener les équipes. Bien sûr, parce que tes N-1, c'est quand même tes relais stratégiques et après, tout en découle. C'est ça, exactement. Et donc, je décide de mettre de la gentillesse dans mon leadership pour aller vers un leadership plus respectueux, plus bienveillant, tout en maintenant mon niveau d'exigence. Okay. Autrement dit, être gentille avec les personnes, tout en étant exigeant avec les objectifs et les résultats. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se matérialise? Déjà, je me suis beaucoup documentée. Ouais. J'ai rencontré par les réseaux un pape du leadership que peut-être tu connais qui s'appelle Simon Sinek, qui lui m'a beaucoup inspirée et notamment il y a 2 phrases de lui que j'aime beaucoup. La première, c'est un leader, ce n'est pas celui qui a les meilleures idées, mais c'est celui qui permet aux autres d'avoir les meilleures idées. Et la deuxième, c'est un manager bienveillant crée les conditions pour que les collaborateurs brillent. Et ça, cette phrase-là, elle a vraiment résonné en moi. Exercer un leadership qui allait me permettre non pas de me faire briller, mais vraiment de faire briller les autres. Et c'est devenu finalement mon mantra. Ouais, c'est hyper inspirant. Qu'est-ce que ça a changé pour toi vraiment dans ton approche du leadership? Alors déjà, j'ai compris que plutôt que d'imposer, il fallait vraiment que je sois beaucoup plus à l'écoute, que je valorise et que j'arrive à embarquer mes équipes. Et donc, je décide de me focaliser sur 4 éléments. D'accord. Le premier, c'est l'attention que j'allais porter aux autres, notamment avec plus d'écoute et aussi le fait de déléguer, de responsabiliser. Le deuxième, c'est la reconnaissance que j'allais apporter aux équipes, non pas en valorisant uniquement les résultats, mais surtout aller valoriser les efforts.
Le troisième, c'est démontrer une énergie qui va être positive et communicative pour être en capacité de transformer les problèmes en opportunités. Et puis le quatrième, c'est faire preuve d'humilité et d'exemplarité. Super.